Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Avec le deuxième jour de la visite de Benoît XVI en France et un jour dédié aux fidèles. Tout d'abord à Paris ce matin sur l'esplanade des Invalides où plus de 200 000 personnes l'attendaient. Mais également à Lourdes. En ce moment même, nous prendrons la direction de la cité mariale dans un instant. Les familles des soldats français tués le 18 août dernier sont rentrées d'Afghanistan. Elles ont pu sur place se recueillir mais également questionner les responsables militaires français. Le grand format ce soir nous emmènera à Kaboul, au cœur du quotidien des habitants de la capitale afghane. Aux États-Unis, un spectaculaire et dramatique accident entre deux trains à Los Angeles suite à une collision frontale. Le bilan est d'au moins 18 morts et de plus de 100 blessés. En France, un enfant a disparu à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Antoine a 6 ans. La gendarmerie évoque une fugue mais n'exclut pas d'autres pistes. Les recherches se poursuivent. Un samedi politique aux deux extrémités de l'échiquier. À gauche, la fête de l'humanité et le coup de froid entre Marie-Georges Buffet et Olivier Besancenot. À droite, l'université d'été du Front National. Nous verrons si la succession de Jean-Marie Le Pen s'organise ou pas. Enfin, les week-ends de septembre sont souvent ceux des foires au vin. Comment éviter les pièges de ces rendez-vous commerciaux? Comment faire de bonnes affaires? À suivre à la fin de ce journal les conseils d'un grand sommelier. Le pape Benoît XVI est donc arrivé à Lourdes. Le deuxième jour de sa visite en France était placé sous le signe de la rencontre avec les fidèles. Nous reviendrons dans un instant sur la messe suivie par 200 000 personnes à Paris ce matin. Mais tout d'abord direction les Pyrénées et le deuxième lieu catholique le plus visité au monde après le Vatican. Bonsoir Philippe Visserias, vous êtes notre envoyé spécial à Lourdes. Et il y a encore ce soir beaucoup de monde pour accueillir le souverain pontife. Bonsoir Laurent, effectivement il y a beaucoup de monde ce soir à Lourdes malgré le froid, malgré la pluie qui a recommencé à tomber. Des fidèles très nombreux, très enthousiastes, une foule très internationale, on voit par exemple beaucoup de drapeaux espagnols. Alors Benoît XVI lui vient à peine d'arriver dans la grotte où selon l'église catholique, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous il y a 150 ans. C'est incontestablement Laurent l'image forte que l'on attendait aujourd'hui, c'est l'image que l'on gardera de cette journée. Le pape se recueille dans la grotte de Lourdes comme l'avait fait Jean-Paul II il y a 4 ans. Alors auparavant, il y a une heure, en arrivant à Lourdes, il a d'abord visité l'église où se trouve le fond baptismal dans lequel Bernadette Soubirous a été baptisée. Et puis il a aussi visité la maison où elle vivait avec sa famille, une maison très humble qui a depuis été transformée en musée. Alors ensuite, il devrait d'abord se rendre à l'ermitage Saint-Joseph, son lieu de résidence ici à Lourdes, pour un bref dîner, avant de revenir Laurent parmi les fidèles ce soir pour clôturer une procession au flambeau. Merci Philippe. Lourdes est donc un lieu hautement symbolique, un chiffre, 6 millions de pèlerins venus du monde entier s'y sont rendus cette année. Alors voyons comment les fidèles attendaient Benoît XVI aujourd'hui avec le reportage de Muriel Lassaga et Nicolas Hauer. Le pape est en retard sur son programme. Qu'importe, les cœurs sont à l'unisson, l'émotion est déjà palpable, là, dans le sanctuaire marial, tout près de la grotte des apparitions. On est dans la joie, dans la joie. Voilà, on l'a accueilli comme ça, donc j'ai pas d'autres mots à vous dire, madame. Tellement je m'extase là. Je suis très heureuse et très joyeuse. Magnifica! Lui au moins il nous ramène la joie. Comme a dit cette personne, la joie, la joie, la joie. Des milliers de fidèles sont arrivés en début d'après-midi. Malades ou pas, enfants, jeunes, même les plus âgés et les plus faibles ont attendu des heures sous la pluie, dans le froid, comme ces catholiques venus d'Irlande. Le pape, mais c'est le plus beau cadeau que Jésus nous ait fait sur terre. C'est tellement formidable d'être ici, en France. C'est long, mais sans être trop long parce que c'est sympathique, il y a une ambiance. Très important de voir le pape pour que nous puissions nous entendre, nous aimer les uns les autres davantage. Ce soir, malgré une mauvaise météo, ils resteront pour la procession mariale et encore demain pour la messe. Les pèlerins de Lourdes ont une foi à toute épreuve. Et cette deuxième journée de visite sur le sol français avait commencé ce matin à Paris par une grand-messe sur l'esplanade des Invalides. Près de 200 000 personnes s'y étaient rassemblées et certains avaient même passé la nuit sur place pour être aux premières loges. Bernard Lebrun, Sylvain Dobar. Au-delà des espérances du Vatican et des prévisions de la préfecture de police, une marée humaine a envahi le cœur de Paris tôt ce matin devant les Invalides. 260 000 personnes, là où l'on envisageait un petit 200 000. La foule des convaincus a répondu présent, curieuse et avide, de rencontrer Benoît XVI, enfin venu en France, 3 ans et demi après son élection, sur le siège de Saint-Pierre.
Une messe concélébrée avec des centaines de diacres et religieux, une cérémonie dédiée à la jeunesse de France. Des jeunes catholiques, scouts ou élèves d'établissements privés sont là, enthousiastes. On a dormi ici à la Belle Étoile. Les très jeunes, arrivés dès 6 h du matin en famille, écoutent d'une oreille distraite ou s'assoupissent pieusement, alors que des anciens semblent rajeunir, portés par leur foi. Je suis sortie de chez moi, ce qui n'arrive jamais à 2 h du matin. J'ai eu une nuit absolument splendide. Parodiant les célèbres mots de Jean-Paul II d'octobre 1978, dans son homélie, le pape va lancer un appel retentissant aux vocations. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Rien ne remplacera jamais le ministère de prêtre au cœur de l'Église. Certains membres du gouvernement sont présents à titre officiel ou privé. Bernadette Chirac, elle, est accompagnée de monsieur et madame François Fillon, Premier ministre de la République. Un pape jugé lointain par les croyants de France est arrivé hier à Paris. Au 2e jour, Benoît XVI s'est rapproché. Il a conquis sous le soleil cette foule de Français convaincus. Voilà pour cette visite ce soir. Dans l'actualité également de ce samedi, l'étrange disparition d'un petit garçon de 6 ans et demi à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Celui-ci était resté seul chez lui alors que sa mère et son compagnon étaient partis au restaurant. Plus de précisions avec Benoît Gadret et Philippe Fivet. Antoine, 6 ans et demi, a donc disparu du domicile familial dans le centre historique d'Issoire. Selon sa mère, l'enfant était seul chez lui jeudi soir, alors qu'elle était au restaurant avec son compagnon. Au retour du couple, Antoine avait disparu. Depuis, 80 gendarmes aidés des pompiers sillonnent la ville et les alentours dans l'espoir de le retrouver. Cet après-midi, des plongeurs ont exploré une gravière à la sortie d'Issoire. Une piste indiquée par une équipe cynophile. Pour l'heure, les enquêteurs retiennent encore l'hypothèse de la fugue. C'est vraiment l'hypothèse privilégiée, même pratiquement 48 heures après, puisque l'enfant, comme je vous l'ai dit, a un caractère assez marqué, a déjà fait ce genre de farce, ne voulait pas reprendre l'école vendredi, donc est-ce qu'il est prostré quelque part, est-ce qu'il s'est caché dans une cave ou pas loin, ou voilà. Antoine avait, semble-t-il, des relations difficiles avec le nouveau compagnon de sa mère. L'enfant était certes débrouillard, mais des proches s'étonnent qu'il ait fugué seul. Je le vois pas partir comme ça. S'il était parti parce qu'il y avait un souci, il serait venu chez les gens qu'il connaît. Dont vous? Voilà. Dont moi, oui. Dans l'école du quartier, Antoine n'a été vu que le jour de la rentrée. Puis il a été absent une semaine pour cause de maladie jusqu'à sa disparition. Ces absences suivies donc du non-retour et de la disparition d'Antoine m'inquiètent inévitablement. Dans toute la ville, des affichettes ont été posées. L'inquiétude grandit car cela fait maintenant 48 heures qu'Antoine a disparu. L'Eurostar a repris du service ce matin à Coquelles. Le tunnel était à nouveau ouvert. 60% du trafic était assuré aujourd'hui. Reprise également des transports de marchandises. De son côté, l'enquête sur l'incendie a été confiée à la police judiciaire de Lille. Jean-Paul Chapelle, Madi Diawara. Des embrassades, des baisers de retrouvailles. Aujourd'hui, à la gare du Nord, les premiers Eurostars en provenance de Londres ont provoqué de grandes joies, mais aussi quelques griefs. On vous dit que le train va partir à 9 h, il part 2 heures plus tard, et des choses comme ça, donc c'est pas extraordinaire. C'est la fumée, mais tout va bien. On a passé une trentaine de minutes dans le tunnel, et quand même c'est effrayant. Il y a des moments, il ralentissait, très petit, et là on était quand même inquiet à ce moment-là. Dans l'autre sens, au départ de Paris, une longue file d'attente. Des touristes qui rentrent à Londres avec 1 ou 2 jours de retard, mais prêts à surmonter leurs craintes. Je vais fermer les yeux pendant une demi-heure et j'espère que je vais me réveiller en Angleterre. Premiers arrivés à la gare, premiers à pouvoir embarquer dans l'Eurostar. Seulement un train sur 2 aujourd'hui et demain. Ceux qui le peuvent sont invités à reporter leur voyage. Les billets sont échangés ou remboursés. Il y a 2 guichets ouverts pour un jour de crise. Voilà. C'est un peu inadmissible et on n'est même pas sûr donc, de pouvoir partir avant la fin de la semaine. Quant au passage des voitures dans le tunnel, le trafic pourrait reprendre partiellement demain dans le sens France-Angleterre. Dans la région de Cambrai, après les inondations de plusieurs villages, l'heure est au nettoyage, bien sûr, mais également aux coups de téléphone, aux assurances. Les dégâts pour de nombreuses familles sont importants. On voit cela avec le reportage d'Elsa Palot et de Jean-Stéphane Maurice. À Proville, les pompes tournent depuis des heures. Pour certains, le résultat est probant.
Pour d'autres, beaucoup moins. Ici, l'eau vient seulement de quitter le salon. Le nettoyage peut alors commencer avec l'aide des voisins, mais c'est aussi le moment où l'on s'inquiète des assurances. Donc il faut vous faire un courrier pour que le... Ah oui, il faudrait que vous fassiez quand même le détail des choses les plus importantes. Ouais. Et puis essayer de retrouver les factures. Ouais, d'accord. Ok, bon, je vous amène le courrier là. D'accord. Bonne journée. Vous réagissez comment à ce coup-ci? C'est désolant. Hein. Je crois que c'est pas l'urgence. Hein. Enfin bon, voilà, vous avez entendu. À quelques kilomètres, à Villers-Plouy, le village ravagé par une coulée de boue, les experts commencent à passer. Dans cette maison, ils parlent déjà de 30 000 € de dégâts, rien que pour le mobilier. Il y a de gros dégâts, oui. Surtout quand on a fait sa maison avec ses petites mains, avec tout son amour. Je suis en train de proposer à ce couple de les représenter dans leur démarche avec la compagnie d'assurance, dans le but de leur obtenir la meilleure indemnisation possible. Dans la région, désormais, les sinistrés n'espèrent qu'une chose, que l'état de catastrophe naturelle soit rapidement reconnu. 20h10, merci d'être avec nous. À suivre dans un instant notre grand format. Nous verrons à quoi ressemble la vie au quotidien à Kaboul aujourd'hui. Dorothée Oliéric et Mathias Segon sont sur place. Qui pour succéder à Jean-Marie Le Pen? La question reste sans réponse dans les coulisses de l'université d'été du Front National. Enfin, le vin à l'épreuve du marketing. Attention aux étiquettes trompeuses. Le sommelier Philippe Forbrac nous conseillera. Mais avant cela, donc, la page politique de ce samedi avec tout d'abord, je vous le disais en titre, le coup de froid entre Marie-Georges Buffet et Olivier Besancenot à la fête de l'humanité qui se tient ce week-end. Le futur leader du nouveau parti anticapitaliste n'était pas invité à prendre part au débat avec les autres forces de gauche et le Parti communiste, mais celui-ci est tout de même venu rencontrer les militants. Marie-Georges Buffet pourra d'ailleurs s'exprimer demain sur la question dans le journal de 13h. À droite toute maintenant, le Front National tient ce week-end son université d'été à Évian. L'heure est tisse également aux questions. Le parti a perdu son électorat et l'enjeu est bien sûr aussi la succession de Jean-Marie Le Pen, même si rien ne semble clair. On avait compris qu'il entendait passer la main en 2010, mais aujourd'hui, rien ne va plus. Les jeux ne sont pas faits. À Évian, Thierry Curté et Claire-Marie Denis. Le Front National affiche son unité. Aux côtés de Jean-Marie Le Pen, les deux prétendants déclarés à sa succession. Sa fille, Marine Le Pen, et son fidèle lieutenant, Bruno Gollnisch. C'est pas l'air, après l'air, c'est plus l'air. Officiellement, le fondateur du Front National n'avoue aucune préférence. Ça dépendra aussi beaucoup de la situation, la conjoncture, parce que ce qu'il faudra, c'est que ce soit le meilleur président possible. Ça ne dépend pas seulement de la qualité de chacun des impétrants, ça dépend aussi de l'état du mouvement, de l'état de la politique française. Mais il laisse entendre malgré tout que l'âge de sa fille, 40 ans aujourd'hui, pourrait être un atout aux prochaines élections. Une confidence qui agace à peine le placé Bruno Gollnisch. Il se dit zen pour l'instant. Peut-être parce qu'il sait la partie difficile. Auprès des cadres du parti réunis ici à Évian, la fille du chef a déjà une longueur d'avance. Marine Le Pen ou plutôt Marine, bien sûr. Expliquez-moi pourquoi. Bon, parce qu'elle est jeune. C'est l'ère de la femme en ce moment. Moi je suis pour Marine, la jeunesse. Et surtout la continuité, parce que on est quand même au national, c'est un peu Jean-Marie, c'est du Le Pen. Je ne me pose pas aujourd'hui de question s'il faut choisir entre l'un ou l'autre, d'autant qu'il y aura peut-être d'autres candidats. Si rien n'a été décidé, tranché ici à Évian, Bruno Gollnisch et Marine Le Pen vont devoir très vite mesurer leur influence réelle, notamment en cherchant à placer leurs lieutenants les plus fidèles aux places éligibles pour les élections européennes de juin prochain. Et très vite, l'unité affichée risque d'être mise à rude épreuve. Les familles de victimes des soldats français morts en Afghanistan en août dernier se sont rendues sur place durant 24 heures en compagnie d'Hervé Morin, le ministre de la Défense. Durant leur séjour, ils ont pu se recueillir mais également interroger les représentants militaires français. Ils sont entrés ce soir à Paris. Ces dernières heures sur le sol afghan, les talibans ont à nouveau frappé en tuant le gouverneur d'une province. Les attentats se multiplient au cœur même de Kaboul, la capitale. La sécurité reste donc toujours fragile. Une journée à Kaboul, c'est le grand format de ce samedi. Sur place, Dorothée Oliéric et Mathias Segon. Toujours les mêmes ombres bleues, des vies anonymes qui passent. C'est le jour de la grande prière à Kaboul. Les hommes implorent leur Dieu.
Ça ressemble presque à la paix, mais tout peut basculer en quelques secondes. Tout le monde a peur des kamikazes. Ce sont des Pakistanais qui se font exploser dans notre pays. Quand je quitte ma maison, je ne sais pas si je vais revenir vivant. J'imagine chaque jour qu'en rentrant, je vais voir le corps d'un des miens et voir les femmes pleurer de douleur. La guerre est aux portes de Kaboul et ils le savent. Les talibans multiplient les attaques, comme plus forts, soutenus par Al-Qaïda. Les forces de la coalition sont toujours là, mais leur vie, à eux, n'a guère changé. Et certains osent dire désormais qu'ils regrettent le temps des talibans. Notre président Hamid Karzai n'est pas quelqu'un de sérieux, d'intègre, comme l'étaient les talibans. À l'époque, au moins, on avait la sécurité. Il suffisait d'un seul taliban pour mettre de l'ordre. Il n'y avait pas de vol, pas de criminalité comme maintenant. Il suffit de pousser la porte d'un barbier pour voir que tous les Afghans ne regrettent pas les talibans. Les longues barbes imposées à l'époque par les étudiants en religion ne sont plus accrochées à tous les visages. La mode aujourd'hui à Kaboul, c'est la barbe à la française, le bouc. Sérieusement, le fait que la communauté internationale ne trouve pas Ben Laden, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Alors Kaboul se barricade. QG des forces étrangères et ambassades prennent des allures de camps retranchés. Les ONG, elles, ont décroché les logos qui fleurissaient sur leurs portes. Aujourd'hui, elles se cachent. Sécurité oblige. On a des cibles faciles. Et les talibans l'ont dit et répété depuis 2 ans. Ils considèrent les ONG comme une cible légitime. Depuis 2 ans, les agressions contre nous n'ont cessé d'augmenter et cette année, ça a vraiment atteint des sommets. En plus, il n'y a pas que les talibans, il y a aussi derrière eux beaucoup de criminels et donc des prises d'otages, de kidnapping. En plus de l'insécurité, le mal qui ronge le pays s'appelle la corruption. Malgré une aide de plus de 10 milliards de dollars, nombre d'Afghans n'ont toujours pas vu se concrétiser les promesses de leur président, Hamid Karzai. Et pourtant, quelques hôtels de luxe et quelques centres commerciaux clinquants sont apparus dans la capitale. Des lieux que découvrent les Afghans un peu étonnés. Autre malaise, celui de la présence des troupes étrangères. Plus de 70 000 militaires étrangers sont déployés en Afghanistan. Pour beaucoup, ce n'est pas la solution. Nous pouvons augmenter ce nombre de 10-15 000 tant que nous n'avons pas changé le regard sur la guerre de l'Afghanistan, tant que nous n'avons pas changé notre compréhension du conflit d'Afghanistan, je crains que les problèmes ne perdurent assez longtemps malgré l'augmentation des moyens. Autre signe de la dégradation de la situation en Afghanistan, on ne croise dans les rues de Kaboul quasiment aucun étranger, à part les militaires. Pour une femme, le voile est plus que recommandé pour la sécurité. Voilà pour le grand format, à l'étranger toujours. Cette image, les autorités géorgiennes ont confirmé aujourd'hui le retrait des troupes russes de 5 positions stratégiques qu'elles occupaient depuis leur entrée dans le pays le 8 août dernier. Des retraits qui font suite à l'accord entre le président de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy, et le président russe, Dmitri Medvedev, en début de semaine. Aux États-Unis, l'ouragan Ike, qui a frappé ce matin les côtes du Texas, s'est calmé depuis quelques heures. Les vents ont tout de même atteint 175 km/h, notamment sur la ville de Houston. On fait le point sur la situation ce soir avec Arnaud Comte. L'ouragan a traversé Houston avec une force inouïe. Les rafales de vent dépassant les 200 km/h ont arraché les feux rouges et soufflé les vitres des gratte-ciel. Dans la 4e ville du pays, l'aéroport est fermé, le couvre-feu imposé. Les secours ont reçu plus de 1200 appels de détresse, mais ils ne se déplacent plus, c'est bien trop dangereux. Ike, un ouragan de 2e catégorie sur une échelle de 5, a balayé tôt ce matin les côtes du Texas. Il a depuis perdu en intensité, mais continue sa route et reste très dangereux. Même si vous remarquez une accalmie, l'arrière de l'ouragan peut être aussi fort, et même plus fort que l'avant. Donc, ne sortez pas et restez chez vous. Plus d'1 million de personnes ont été évacuées, parfois in extremis, comme cet homme élytreuillé. À Galveston, station balnéaire, le niveau de la mer est monté de 6 mètres. Ici, les secours s'attendent à découvrir dans les prochaines heures de nombreuses victimes, car beaucoup d'habitants ont refusé de quitter leur domicile. L'ouragan Ike est le plus dévastateur depuis Katrina, qui avait touché la Nouvelle-Orléans en 2005.
L'actualité aux États-Unis toujours est direction la côte ouest du pays, à Los Angeles précisément. 2 trains se sont percutés frontalement. Image spectaculaire d'amas de ferraille et un bilan provisoire de 18 morts et de plus de 100 blessés. Yvan Maco. Des grues, des bulldozers, 1 millier de pompiers. 12 heures après la catastrophe, les secours continuent de s'activer pour déblayer les tonnes de débris. Au milieu de ce chaos, il y a peut-être encore d'autres victimes. C'était ce matin, lancés à 60 km/h, les 2 trains se sont percutés de plein fouet. Des locomotives pulvérisées par l'impact, il ne reste qu'une carcasse de métal. À gauche, un convoi de marchandises. À droite, un train de voyageurs. À l'intérieur, 222 passagers. Bilan provisoire, 18 morts, 130 blessés. J'ai entendu l'impact et tout d'un coup des gens criaient, avec du sang partout sur eux. C'était dingue. Les gens volaient dans tous les sens, moi aussi. Heureusement, je n'avais pas de tablette devant moi. J'ai atterri sur mon ami. S'il n'avait pas été là, j'aurais probablement été éjecté du train. Dans les hôpitaux de la région débordés, les autorités ont invité la population à venir donner son sang. Sur place, il est parfois trop tard. Hommage silencieux des secouristes aux nouvelles victimes. Ce soir, les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi les 2 trains se sont retrouvés sur la même voie, sans déclencher aucun système d'alerte. On revient en France. Fin juillet, dans l'Ain, un homme et une femme étaient interpellés pour le meurtre présumé du petit Valentin. Depuis, les enquêteurs s'interrogent sur le parcours de ce couple de vagabonds. Ainsi, plusieurs autres affaires au profil similaire ont été relancées. Et parmi celles-ci, une tentative d'enlèvement qui date de 2006 attire encore plus leur attention. Et ici encore, l'enfant s'appelait Valentin. L'enquête est signée Aurélia Guimin, Agnès Gardet et Marc de Langenhagen. Noëlla Ego et Stéphane Moitoiret. La diffusion cet été de leur portrait robot a réveillé certains souvenirs dans cette petite commune de la Vienne. C'était il y a 2 ans. Ce jour d'août 2006, on célèbre un mariage dans la salle des fêtes du village. Dehors, les enfants s'amusent quand l'un d'entre eux, Valentin, 5 ans, est abordé par 2 inconnus. À la fin de l'apéritif qui se passait dehors, la témoin de ma fille voit un couple qui essaye d'entraîner le petit Valentin à l'écart. Donc elle va rattraper le petit Valentin et elle demande au couple de s'éloigner et l'affaire se classe. Mais une semaine plus tard, le même couple ressurgit. Il se présente au domicile des jeunes mariés avec un projet très précis. Ils expliquent qu'ils sont investis d'une mission divine et qu'ils ont besoin de Valentin, que Valentin a un rôle essentiel à jouer et qu'il deviendra riche et célèbre. Et après, ils disent, si c'est pas pour l'adopter, on va vous l'acheter. On a de l'argent. Très calme, les 2 marginaux montrent même leurs papiers. Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego sont donc signalés à la gendarmerie, mais à l'époque, ils disparaissent et l'affaire en reste là. Coïncidence ou pas, en juillet dernier, le meurtre à Lagnieu d'un autre petit Valentin et la mise en cause du couple éclairent d'un jour nouveau la tentative d'enlèvement passée. Surtout pour ce papa. Il y a 2 ans, c'est son fils qui a bien failli disparaître. On souffle un peu, quoi. Oui, parce que rétrospectivement, vous vous dites que... Je me dis que il y a 2 ans, ça aurait pu être Valentin. On ne sait pas s'ils auraient passé à l'acte ou s'ils seraient partis tout simplement avec, on ne sait pas. Après un mois d'investigation, les gendarmes retracent petit à petit le parcours du couple Moitoiret-Ego. La tentative d'enlèvement dans la Vienne est une piste sérieuse pour les enquêteurs, mais ce n'est pas la seule. Ils ont pour l'instant dressé une liste de 16 affaires qu'ils examinent prioritairement. Et sachez que vous pourrez suivre une longue enquête sur ce dossier le lundi 29 septembre prochain dans le magazine de France 2, complément d'enquête. Parlons du vin maintenant avec quelques conseils pratiques ce samedi avec le sommelier Philippe Forbrac qui sera avec nous dans un instant. En ce mois de septembre, il est parfois difficile de s'y retrouver dans les différentes foires au vin. C'est un rendez-vous commercial clé, les producteurs l'ont bien compris et pour attirer les acheteurs, ils n'ont pas oublié d'appliquer différentes méthodes de marketing. Reportage Laurence Decherf et Frédéric Faure. Si l'habit ne fait pas le moine, l'étiquette fait pourtant aujourd'hui le vin. La plupart des consommateurs choisissent leur bouteille en fonction du prix et de son habillage. Alors, les méthodes de marketing des vins du Nouveau Monde, Argentine, Chili, Australie, ont débarqué en France avec une étiquette plus facile à lire. Les étiquettes aujourd'hui qui sont conçues mettent bien en évidence qu'il s'agit bien du cépage, mais elles le font avec une certaine créativité qui ont un pouvoir de séduction
sur les acheteurs jeunes. De l'étiquette traditionnelle pour les amateurs inconditionnels, en passant par l'étiquette moderne, ce vigneron fait aussi un tabac à l'étranger avec sa grenouille. L'approche la plus décalée que nous avons, c'est la marque Aragon Frog. Objectif, désacraliser l'image du vin. Pour traduire le français arrogant, donc ça va faire rire l'étranger, étant donné que c'est inhabituel pour un Français de faire de l'autodérision lorsqu'il s'agit de vin. Plus d'1 million de bouteilles vendues essentiellement à l'export et 3 sortes de bouchons, le liège, le synthétique ou la capsule à vis. Cette année, près de 3 milliards de bouteilles de vin sur les 17 produites dans le monde ont été encapsulées. Il n'y a pas le flop, mais écoutez, c'est peut-être pas trop mal. Hein, oui, il n'est pas trop mal le bruit. Moins cher, moins de goût de bouchon et moins besoin des sulfites pour protéger le vin de l'oxygène. Deux avantages, on préserve le fruit, on a moins de sulfites, meilleur pour la santé. Donc il s'agit d'un bouchage qui a un bel avenir devant lui. Plus innovant encore chez ces vignerons qui travaillent aussi bien en fût de chêne qu'en cuve inox. Ces bouteilles qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des bouteilles en verre et destinées à une consommation dans l'année. L'apparence est trompeuse. C'est une bouteille donc en plastique nouvelle génération qui pèse 50 grammes à la place de 650 grammes pour une même bouteille en verre. C'est une bouteille qui est incassable et en fait c'est aussi une bouteille qui est recyclable à moindre coût. Encore anecdotique, la canette et son côté pratique a fait son apparition. Le cubiténaire lui a laissé place à la fontaine à vin, appelée aussi bib pour bag-in-box. Avec 15% des ventes, les foyers l'ont aujourd'hui adopté. C'est l'heure des 3 questions. Notre invité ce soir, le sommelier Philippe Forbach. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, avant de s'aventurer dans les différentes foires au vin, on a besoin de conseils. Tout d'abord, allez, cassons peut-être un mythe. Est-ce que les foires au vin sont vraiment le meilleur endroit pour trouver un bon vin à petit prix ? C'est une très bonne idée, c'est un bon endroit. Ils n'ont pas l'exclusivité non plus de cette démarche-là, puisque les cavistes, même sur Internet, on peut trouver d'autres possibilités également. Mais il faut avouer que dans les foires au vin, il y a effectivement un panel. Il y a un effort fait par les grandes enseignes pour mettre en valeur un certain nombre de régions. Il faut en général aller assez vite d'ailleurs sur le terrain pour pouvoir faire les meilleures affaires. C'est au début que ça se fait. Mais c'est quand même une très très bonne solution. Ça ne marche pas depuis aussi longtemps sans raison. Autre question, on l'a vu, les étiquettes rivalisent de créativité, mais finalement, que faut-il regarder sur une bouteille pour éviter les pièges basiques ? Alors il y a des mentions obligatoires, il faut qu'il y ait l'appellation d'origine ou le nom de la dénomination, si c'est un vin de pays ou un vin de table. On peut s'intéresser aux millésimes, c'est vrai que les vins dits millésimés sont en général de meilleure qualité, mais il y a de très bons vins non millésimés aussi. Et puis il y a le côté attractif effectivement du marketing, parce que dans l'univers du vin, il y a bien entendu un effet marketing qui est aussi important, mais ça ne suffit pas. On peut être attiré, le regard, il faut aller, j'allais dire, jusqu'à la dégustation. C'est là que vraiment est la clé du vin, et heureusement, tout ça avec modération, bien entendu. Allez, un dernier élément, la tendance est au bio, et les petits producteurs ne sont pas aidés dans leur travail, souvent, remarquable. On peut trouver leurs produits où, et parfois sur Internet également, oui. Alors on peut trouver oui, il y a des réseaux bio, il y a une association qui s'appelle Biodivin notamment qui distribue ou parle de ces vins. C'est un marché un petit peu marginal. Il y a la bio et la biodynamie qui sont 2 nuances un petit peu qu'on ne peut pas développer ce soir, mais qui montrent l'énergie que mettent finalement un certain nombre de producteurs pour à la fois respecter l'environnement, respecter la santé des gens, donner un côté extrêmement naturel au vin, finalement pour faire plaisir aux gens, ce qui est quand même la vocation finale du vin. Merci Philippe Forbach, et puis à bientôt pour d'autres conseils. Merci beaucoup. Le sport ce samedi avec des images de rugby. Enfin, on peut parler plutôt de belles bagarres entre les joueurs du Stade Français qui se déplaçaient hier soir à Toulon. 4e journée du top 14. Le score en points et non en coups. 19-13 pour les Parisiens. Autre rencontre cet après-midi, cette fois, Clermont recevait Toulouse. Et les Clermontois se sont imposés 16-6 face aux champions de France en titre. Les Jeux paralympiques de Pékin maintenant à une nouvelle médaille d'or et 3 médailles d'argent pour l'équipe de France. La médaille d'or revient à Assia El Hanouni qui était la porte-drapeau de la délégation française. Christophe Duchiron et Frédéric Bazille sont sur place. De la cérémonie d'ouverture à son 400 mètres victorieux, Assia El Hanouni n'en finit pas d'être porte-drapeau. Et celui qu'elle avait sur les épaules ce midi à Pékin lui a donné des ailes sur la piste du nid d'oiseau. Je connais pas mon temps, je sais qu'il est pourri, mais c'est pas grave. 55-05. C'est pas grave, je m'en fous du temps. T'as raison. Avec son entraîneur, elle se fichait du chronomètre. Tout ce qui l'intéressait au départ, c'était l'or paralympique. Dans la catégorie des déficients visuels, certaines comme Assia courent sans guide et d'autres avec.
Du coup, en raison de leur handicap, les athlètes bénéficient de 2 couloirs au lieu d'1. Assia avait sa foulée des grands jours et sur le tour de piste, elle va vite faire le tour de la concurrence. Après 55 secondes et 6 centièmes de course, elle remporte sa 2e médaille des Jeux, la première en or. Au départ du 200 mètres, dans la catégorie des déficients visuels, Nantenin Keita n'emmène pas large. Il y a 90 000 spectateurs dans le stade et une finale à disputer. Une grosse poignée de secondes plus tard, elle obtiendra une 2e place sur le podium, derrière la Marocaine Benama. Aujourd'hui, je suis contente. Aujourd'hui, je suis contente, là. Enfin, je pensais vraiment pas avoir une médaille sur 200. Le chrono n'est pas terrible, mais la médaille d'argent. À part ça, Oscar paralympique du meilleur sprinter pour Oscar Pistorius, le Sud-Africain. Vainqueur du 200 mètres avec ses 2 prothèses en fibre de carbone, alors que ses adversaires n'en ont qu'une, il paraît que ça l'aide. De la musique à l'école, rare, trop rare. Sachez que seulement 2% des enfants ont accès à la pratique d'un instrument. L'association Orchestre à l'école tente d'y remédier. Elle a réussi à installer 300 orchestres grâce à une méthode simple, le prêt d'instruments. Exemple à Cergy-Pontoise, François-Julien Piednoir, Abdel Zouwesh. À la trompette, merci d'applaudir Jessie et Jonathan. Au trombone, Laura et Rolling Sun. Percussion, flûte traversière, mais ne parlez surtout pas de flûte à bec à ces 25 élèves de 3e et à leur prof de musique, Mireille. Mireille et son orchestre répètent 3 heures par semaine avec un vrai chef d'orchestre. Ils sont tous dans la même classe de ce collège classé ZEP. Leur emploi du temps est aménagé. Donc quand les autres élèves se font disputer pour leurs mauvaises notes, eux se font reprendre, ah oui, pour leurs fausses notes. Faut qu'on vous entende les trompettes, là, vous jouez pas, hein, il faut pas avoir peur. Et au moment de jouer, t'as la trompette sur les genoux. Ça va pas faire beaucoup de bruit, hein. Ils n'ont pas forcément choisi leurs instruments, mais ils étaient tous volontaires pour jouer ensemble. C'est qui, là? Ça nous a appris à vivre en groupe. On est plus soudés que les autres 3e. Ça nous a appris la mémorisation, l'écoute, entre nous. C'est mieux que la flûte à bec? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que ce serait un cliché de dire que ça a peut-être mis fin à de la violence scolaire ou éviter des bagarres, je sais pas? Des bagarres, oui, sûrement. Oui, on a vraiment dans les classes orchestres une très bonne ambiance de classe. Ils se respectent en fait, il y a plus de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Alors on a voulu vérifier l'impact de la musique sur les autres matières. Tenez, le prof de français, en 2 ans il a vu la classe orchestre se métamorphoser. Vos élèves ont changé? Oui, alors en fait ce sont des élèves, ceux de la classe orchestre, qui sont plus réguliers, il y a moins d'absentéisme, c'est évident, on sent qu'ils sont plus valorisés, il n'y a pas de gros problèmes d'autorité avec les professeurs. Ce jour-là, l'orchestre de Cergy donne un concert au Salon de la musique, rien que ça. Et dans les allées, la tentation est grande d'acheter leur propre saxo ou tuba. Mais il est trop beau, regarde, il y a des motifs. Car pour l'instant, c'est l'association Orchestre à l'école qui leur prête leurs instruments de travail grâce à des donations ou des subventions. Avant que le concert ne commence, devant un parterre de mélomanes hauts comme 3 notes, j'en profite pour vous glisser un chiffre. En France, seulement 2% des enfants ont accès à la pratique musicale. Aujourd'hui, ça coûte relativement cher de faire de la musique et au moins quand on en fait dans l'école, eh bien, ça ne coûte rien aux familles qui n'ont pas de moyens. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui la France n'est plus un pays musicien, sauf à quelques exceptions près, pour quelques élites. Et voilà, les élites, il faut qu'il y en ait des millions maintenant dans toutes nos écoles. Pour tout vous dire, au montage, on a enlevé 3-4 fausses notes, c'est vrai. Comme ce n'était pas leur premier concert, les élèves de Cergy ont assuré presque comme des pros, comme on dit, et n'ont pas déshonoré les 300 orchestres d'école qui jouent en France. C'est le rendez-vous international du marché de l'art. La Biennale des Antiquaires vient d'ouvrir ses portes à Paris, présentant le plus beau et le plus cher, 8000 œuvres d'exception et notamment des bijoux contemporains. Visite guidée avec Estelle Collin et Philippe Jasselin. Sous la nef du Grand Palais, pour cette 24e édition, tout le gratin des collectionneurs.
Ici se dispute l'excellence du marché des antiquaires, les plus belles œuvres d'art de l'Antiquité aux années 70, comme ce tableau de Rothko estimé à plus de 30 millions d'euros. Exception à la règle, cette avalanche de Cara, des collections spécialement créées pour l'événement, propulsant ainsi de grands joailliers dans un nouveau registre très courtisé. On dit c'est un Rothko et puis on dit c'est une grande maison de la place Vendôme. C'est un moyen de mettre la joaillerie comme un art à part entière, au même niveau que la peinture, au même niveau que les meubles. 2 ans de gestation pour s'illustrer dans le thème des jardins extraordinaires. 80 pièces révélant la virtuosité des ateliers. Émeraude polie, rubis vieille mine, diamants jonquilles, or rose orné de saphirs étoilés, que de l'exceptionnel au service d'une maison au savoir-faire centenaire. Après 10 ans de métier, on arrive quand même à faire pas mal de belles choses. Mais on est toujours accompagné par un ancien qui va vous guider, qui va vous transmettre en fin de compte. Et au bout de la chaîne, ces œuvres d'art contemporaines à quelques 3 millions d'euros qui pour la plupart à l'occasion de cette biennale ont déjà trouvé acquéreur. Je collectionne les bijoux anciens, spécialement de type Art Nouveau. La broche que mon époux Robert vient de m'offrir est très Art Nouveau. Pour la poignée de joailliers présents à la biennale, les 500 000 euros investis par stand sont le plus sûr moyen de toucher une nouvelle clientèle très fortunée pour qui toute pièce unique est un objet d'art. Avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre de l'actualité de ce samedi. 2e jour de visite de Benoît XVI en France. Une journée dédiée aux fidèles, avec tout d'abord à Paris ce matin la célébration de la grand-messe sur l'esplanade des Invalides où plus de 200 000 personnes l'attendaient. Ce soir, le souverain pontife est à Lourdes, comme vous le voyez sur ces images. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. 20h50, le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien, bien sûr. Je vous retrouve demain pour l'essentiel de l'actualité des 13h. L'invité de 13h15 le dimanche sera le socialiste Vincent Payon. Et à 20h, nous recevrons Julien Clerc pour son dernier album. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.